Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de votre édition. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille en ce moment la 12e édition de Ibrahim Gouvernance Weekend. La cérémonie officielle d'ouverture vient d'avoir lieu en présence du chef de l'État ivoirien. Cette soirée de vendredi était consacrée à Kofi Annan, à qui un hommage a été rendu. Le dialogue sur la réforme de la commission électorale indépendante se poursuit. Ce jeudi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les responsables des partis politiques et de groupements politiques. Il les a appelés à une discussion sans passion, mais plutôt à un dialogue constructif pour une élection apaisée en 2020. Le dossier VDC est consacré à la transhumance du bétail. Lors de ce périple qui s'effectue de nuit ou au petit matin, des cultures sont souvent détruites. Conséquence, naissance de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Alors, quelles solutions pour mieux maîtriser la transhumance? Quelles dispositions ont été prises? Réponse dans ce journal. Le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a démissionné ce vendredi, 3 jours après la prestation de serment du président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais, qui a salué le travail accompli par le gouvernement démissionnaire, annonce la formation d'une nouvelle équipe dans un bref délai. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Après Kigali l'année dernière, la fondation Mo Ibrahim met le cap sur Abidjan. La capitale économique ivoirienne accueille la crème de l'élite africaine et européenne. La cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition de Ibrahim Gouvernance Weekend vient de se tenir en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de l'entrepreneur anglo-soudanais Mohamed Ibrahim, dit Mo Ibrahim, et de plusieurs personnalités. Ce vendredi, un hommage a été rendu à l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan. Sa vie, son œuvre, son héritage ont été célébrés. Ce week-end d'échange et de partage se poursuit jusqu'au dimanche. La migration de la jeunesse africaine est au cœur des discussions. Nous vous proposerons des extraits des interventions de l'entrepreneur anglo-soudanais Mohamed Ibrahim et du président Alassane Ouattara. Ce sera au cours de ce journal. Ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire également, c'est le dialogue sur la réforme de la CEI qui se poursuit. Hier jeudi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec des responsables des partis politiques et de groupements politiques. Il les a appelés à une discussion sans passion, mais plutôt à un dialogue constructif pour une élection apaisée en 2020. Herman Guivé. Ils sont présents, ou presque tous présents, à l'ouverture de cette deuxième phase du processus de dialogue sur la réforme de la commission électorale indépendante, partis politiques et gouvernements, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de la rencontre du 21 janvier dernier, les partis politiques avaient été invités à formuler leurs propositions et à les mettre à disposition pour ce qui concerne la réforme envisagée de l'institution électorale. Les partis politiques ont pour leur part fait cas de leurs propositions. Il m'a semblé opportun de faire donc avec vous le point des contributions déposées afin de nous assurer qu'elles ont été effectivement réceptionnées et déterminer ensemble le mode opératoire de leur examen. Je voudrais remercier donc tout particulièrement toutes les formations politiques qui ont déposé un document de proposition. Des partis politiques invités par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à un dialogue modéré qui respecte le bon ton et qui ne perd surtout pas de vue l'essentiel. Cette seconde phase de nos discussions, consacrée à l'approfondissement de la réflexion, de mon point de vue, doit se faire sans passion, avec rigueur et objectivité, parce qu'il est de notre responsabilité à tous de consolider notre démocratie à travers l'organisation de scrutins qui soient apaisés. C'est sur cet appel que je voudrais clore mon propos en réitérant donc l'engagement du gouvernement à jouer donc sa partition dans le cadre du présent dialogue. Les partis politiques ont souhaité que ce cadre de concertation soit plus élargi. Les deux partis ont convenu de la mise en place d'un cadre de rencontre pour échange dont le contenu sera défini par le Premier ministre. Les échanges porteront essentiellement sur le rééquilibrage de la commission électorale indépendante.
Et je vous livre ce communiqué émanant du Sénat. Monsieur Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, convoque, mesdames et messieurs, les 33 sénateurs nommés par décret du 3 avril 2019 à une réunion de prise de contact le lundi 8 avril 2019 à 10h à la permanence du Sénat à Abidjan et 6 à Cocody, Rivera à Toban, non loin du commissariat du 30e arrondissement. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Il est signé du secrétaire général adjoint du Sénat, Touré Ousmane Samassi. Et je vous propose de repartir à l'hôtel Ivoire, hôtel Sofitel Ivoire, qui vient d'abriter la cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition de Ibrahim Gouvernance Weekend. Je vous propose la réaction de l'entrepreneur anglo-soudanais Mohamed Ibrahim qui a rendu un hommage à Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Nous l'écoutons. Messieurs, dames, frères et sœurs, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. C'est très merveilleux de vous avoir ici avec nous ce soir. Mais laissez-moi commencer à exprimer ma gratitude à nos hôtes, le président Alassane Ouattara ici présent, pour la réception vraiment très chaleureuse dont nous avons été l'objet. Et en plus de cela, le peuple ivoirien, vraiment je vous remercie beaucoup pour cet accueil. Donc ce soir, nous célébrons nous célébrons ici les travaux d'un grand Africain. Donc ici c'est une fête. Nous ne sommes pas en train de faire les funérailles de Kofi Annan. Nous voulons célébrer son héritage, de ce qu'il nous a laissé. Il nous a inspirés. Nous voulons célébrer sa vie. Donc ne prenez pas vos mouchoirs pour pleurer. C'est la fête ce soir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Johannesburg. Et c'était l'anniversaire de notre leader, Mandela, et vous étiez présent. Et j'ai parlé avec lui parce que nous avons décidé de structurer ces groupes de haut niveau afin de pouvoir médier entre l'Afrique et l'Europe. Et tout le monde a accepté ce rôle. Donc nous avons travaillé ensemble. Et ce que je lui ai dit est que Kofi, tu dois joindre ce groupe. Il a dit, je suis d'accord. Donc notre réunion est dans 2 mois. Mais malheureusement, il est mort 3 semaines après que nous commençons. Donc s'il est en train de m'écouter, je veux lui dire que nous avons eu notre réunion ce matin et j'ai fait un travail magnifique et nous pensons que nous allons produire un document magnifique pour l'Europe et nous allons avoir une relation magnifique avec l'Europe et l'Afrique. Donc merci beaucoup. Et je vous propose cette fois-ci la réaction du président de la République, Alassane Ouattara, qui se réjouit de la tenue en Côte d'Ivoire de la 12e édition de Ibrahim Gouvernance Weekend. Nous écoutons le chef de l'État ivoirien. Je voudrais remercier la Fondation Mo Ibrahim et son conseil, son président, pour avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement de renommée internationale qui permettra de débattre de questions au cœur du développement de l'Afrique. Cette édition 2019, qui traite des questions migratoires sur le continent, est d'une pertinence particulière au regard de l'actualité et des réalités que traversent nos pays respectifs. Je voudrais donc féliciter Dr Mo Ibrahim pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, l'IAG, se sont imposés comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Depuis mon accession aux affaires, la Côte d'Ivoire a engagé d'ambitieuses réformes en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion publique.
Tous ces efforts se sont traduits par une amélioration significative de notre classement dans l'indice Mo Ibrahim, qui est passé de la 41e place à la 22e place. Nous changeons de décor. Je vous conduis sur le terrain militaire où environ 650 soldats ivoiriens seront déployés au Mali pour une mission de paix au mois d'août prochain. Avant leur départ, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a échangé hier jeudi avec une délégation onusienne. L'attaché de défense à l'ONU en mission et d'évaluation du bataillon ivoirien salue le savoir-faire de ses soldats. Il les félicite surtout pour leur niveau d'équipement et d'entraînement. Kolo Klubali pour le reportage. Cette mission d'évaluation répond aux exigences de l'ONU. S'assurer que les hommes sont bien formés et que le matériel correspond aux normes de déploiement. Ainsi, depuis le 26 mars, une délégation onusienne séjourne en Côte d'Ivoire. Au terme de cette inspection, les résultats sont positifs. Ils l'ont annoncé au ministre d'État, ministre de la Défense. L'équipe d'experts des Nations Unies a évalué de manière positive le bataillon pilote projetable avec les équipements aux standards onusiens, avec un entraînement également qui concerne les missions de la paix. Les soldats également ont été très motivés. Les hommes, les officiers, tout le personnel était vraiment motivé pour l'exercice terrain que nous avons fait. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un autre succès après sa sortie réussie des crises. Le pays veut partager son expérience avec les autres, notamment dans le cadre du maintien de la paix. Cela a un sens important pour la Côte d'Ivoire parce que notre pays lui-même a bénéficié de la contribution du département du mécanisme de la paix de l'ONU à l'occasion de la crise. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui, après s'être redressée, peut aujourd'hui apporter sa contribution à la paix. Et c'est également un repère important pour nous de savoir que nos forces ont un niveau de formation et un niveau d'équipement qui soit d'un standard des Nations Unies. Et j'espère que cette mission sera couronnée de succès et que la Côte d'Ivoire pourra bientôt faire partie des pays qui contribuent aux forces qui maintiennent la paix où cela est nécessaire. Cette mission pré-déploiement est la dernière étape. En août, les soldats vont rejoindre la MINUSMA au Mali. Un partage d'expérience que la Côte d'Ivoire entend multiplier. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité renforce la sécurité et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire. Le projet a été lancé ce vendredi. Il va durer 1 an et s'inscrit dans le cadre d'un appui à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de renforcement de la gestion des migrations et frontières. Le projet est financé par le gouvernement japonais, comme nous le rapporte Michel Digré. Les défis liés à la sécurité des frontières représentent une priorité croissante pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'aide financière du Japon, l'Organisation internationale pour les migrations met en œuvre le projet visant à aider le gouvernement ivoirien à renforcer la sécurité des frontières. Il s'agit également de lui permettre de mieux gérer le flux migratoire par la création de postes frontières. La réalisation de ces postes frontières qui se situent dans le cadre d'un vaste projet pour renforcer la sécurité et la cohésion sociale à nos frontières est extrêmement importante pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où aujourd'hui la criminalité transnationale, les questions de terrorisme constituent des préoccupations majeures pour l'État de Côte d'Ivoire. Et ces projets ont l'avantage de ne pas concerner que des infrastructures. Ils sont accompagnés d'un volet formation, d'un volet sensibilisation des populations et même d'un volet mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Le prochain poste sera construit dans le département de Minian, à la frontière avec le Mali. On a déjà établi la première poste frontière à Kogiene il y a 3 mois. Et c'est la deuxième pour la contribution du côté du Japon. Alors j'espère que, comme monsieur le ministre a mentionné, de tous les 25 postes frontières seront établis le aussitôt que possible. Et nous sommes prêts à contribuer. C'est mon grand plaisir. Ce projet lancé ce vendredi contribuera également
au renforcement de la cohésion sociale dans les zones frontalières sensibles, tout en mettant l'accent sur l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les communautés. Le Conseil national de sécurité forme des organisations de la société civile. La formation porte sur le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Le Conseil national de sécurité veut impliquer davantage la société civile dans ses activités et favoriser la coopération entre forces armées et populations afin de renforcer les actions de sécurité. Konaté Moussa. Le Conseil national de sécurité souhaite une implication significative de la société civile dans ses actions dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. C'est le sens de cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur leur rôle dans le contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Le contrôle démocratique, si vous voulez, c'est l'ensemble des principes et normes et les mécanismes qu'on met en œuvre pour s'assurer que les forces de défense et de sécurité exercent leur mission efficacement dans le respect de l'état de droit et des droits humains. C'est donc pour expliquer tous ces mécanismes-là aux organisations de la société civile. Une coopération entre forces armées et populations pour accentuer les actions de sécurité. Selon des spécialistes, la contribution de la société civile peut faciliter certaines tâches aux forces de l'ordre. On ne peut pas avoir un policier ou un gendarme derrière chaque habitant, dans chaque ville, dans chaque communauté. Mais tous nous pouvons être acteurs de sécurité en sensibilisant nos enfants, en sensibilisant nos proches et en donnant des informations utiles aux acteurs de la sécurité pour qu'ils puissent intervenir efficacement à temps quand il le faut. Cette séance de renforcement des capacités réunit plusieurs organisations de la société civile et des experts et consultants du domaine de la sécurité. Pendant 3 jours, les participants recevront des formations sur les pratiques de contrôle démocratique du secteur de la sécurité. C'est officiel, l'annonce est faite par le directeur général du commerce extérieur, Kalagui Fadiga. La procédure de destruction de la cargaison contenant 18 000 tonnes de riz en provenance de la Birmanie est engagée. Ce stock saisi au port d'Abidjan est déclaré impropre à la consommation. Le ministère a donc décidé de la destruction pure et simple de cette denrée. Lansine Bakayoko pour le témoignage. Les 18 000 tonnes de riz birman déchargées au port d'Abidjan ne sont pas de bonne qualité. Conclusion du laboratoire accrédité dans le cadre du programme de vérification de conformité des marchandises à destination de la Côte d'Ivoire après analyse des échantillons de ce riz. L'entièreté de cette cargaison est à ce jour entreposée dans les magasins du port autonome d'Abidjan. Et c'est sous surveillance 24 heures sur 24. Nous pouvons vous assurer que ce riz n'est pas sorti de ces magasins, donc ne peut se retrouver sur le marché. Cette importante saisie de riz suivie du déclenchement de la procédure de destruction matérialise la détermination des pouvoirs publics à accentuer la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des produits impropres à la consommation. Je voudrais lancer un appel à plus de vigilance de la part de la population tout entière et des associations de consommateurs pour participer beaucoup plus au programme d'alerte que le ministère a mis en place afin de nous notifier de tout cas de fraude, de contrebande, de contrefaçon ou de mauvaise qualité de produits qui sera sur le marché. Les importateurs sont également appelés au respect des prescriptions du gouvernement. Je lance un appel à tous les importateurs de respecter les prescriptions de ce programme au risque de se soumettre aux sanctions en vigueur qui peuvent aller jusqu'à la saisie et la destruction de ces marchandises. C'est le 15 février dernier que l'État a mis en place un dispositif de contrôle de conformité pour la protection des consommateurs. On en arrive à notre dossier Vie d'ici consacré ce soir à la transhumance du bétail. La transhumance est le nom que l'on donne au voyage des bêtes pour changer de pâturage. Lors de ce périple qui s'effectue de nuit ou au petit matin, des cultures sont souvent détruites. Conséquence, des conflits surviennent entre éleveurs et agriculteurs. Alors, quelles solutions pour mieux maîtriser la transhumance? Quelles sont les dispositions prises? Éléments de réponse dans ce dossier, signé Vie d'ici, Ouattarmadou Walter.
axe Odiné-Mans. Bientôt la tombée de la nuit. Sur ce tronçon, des usagers singuliers, automobilistes et animaux, ici, se disputent la voie. Sidi Koïta, jeune bouvier, ne semble pas inquiet. Au risque de sa vie, il essaie tant bien que mal de guider les bœufs dont il a la charge. Sidi n'est pas seul, avec lui ses frères, tous conscients des dangers auxquels ils s'exposent sur cette voie bitumée, très fréquentée d'ailleurs par les véhicules. Le problème, ce sont les conducteurs de camions. Lorsqu'ils aperçoivent nos bœufs, ils roulent à vive allure. Cela occasionne des accidents. On y perd souvent nos bêtes. Nous-mêmes, c'est par coup de chance qu'on échappe à ces accidents. On a juste le temps de quitter la route. On est obligé de toujours passer dans le même guidon. Il n'y a pas passage de baies. Donc on ne fait que se débrouiller. Bon, raison pour laquelle vraiment on prend au moins 2-3 personnes pour chasser les baies. Mais on attend le gère tardivement vers 1h du matin, 2h là, la circulation est un peu moins. Et pourtant, la loi du 15 juin 2016 relative à la transhumance, en son article 12, interdit entre autres le convoyage à pied des animaux de commerce et de boucherie ainsi que le déplacement nocturne de bétail. À la préfecture d'Odiné, cette loi a été expliquée au cours d'une rencontre tripartite entre éleveurs, agriculteurs et autorités administratives. La transhumance commence le 1er décembre jusqu'au 30 avril. Ce qui est très important au niveau de la transhumance des heures, c'est là où se trouvent les problèmes. La mobilité des bœufs ne se fait pas la nuit. La nuit légale en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 18h jusqu'à 06h. Même si à 5h30 vous voyez le soleil, la loi dit que c'est la nuit. Or, le bouvier, lui, il profite de la nuit pour faire bouger les bœufs. Là, il ne peut plus les contrôler. Un seul derrière 50 bœufs, 60 bœufs, il ne peut plus. Même deux, c'est difficile. À ces réalités, il faut ajouter l'éternel conflit agriculteurs-éleveurs relatif à la destruction des cultures liées à la transhumance du bétail mal maîtrisée. La direction que les bœufs prennent, c'est sur ça, ils s'en vont parce que ce sont des enfants qui sont derrière les bœufs et ça nous crée trop de problèmes, surtout les dégâts de la nuit. Les dégâts de culture, ça se fait aussi dans la journée parce qu'on n'a pas assez de place pour les éleveurs. Et il y a trop de bœufs dans notre zone. Tous les jours, on est en train de créer des plantations et les animaux se développent aussi. Les transhumants qui ne maîtrisent pas le terrain, ils sont plus souvent surpris de se retrouver dans un champ. Dans la saison, il n'y a pas assez d'eau. Bon, il n'y a pas assez de nourriture aussi pour les bœufs. Tout ça là qui pose beaucoup de problèmes. Afin de juguler les dangers de la transhumance du bétail, des mesures sont prises dans la région du Kabadougou. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés en Afrique de l'Ouest dénommé PAMOBARMA. Il s'agit à terme de la réalisation d'infrastructures agro-pastorales, notamment de la construction d'un quai d'embarquement, de la réhabilitation d'un barrage, la sécurisation et le balisage de 60 km de pistes de transhumance. Permettre au bétail de mieux circuler à travers la broussaille et aussi avoir accès aux ressources telles que l'eau, bénéficier des aires de pâture, des aires de repos et leur donner de l'aliment bétail. Et surtout, convoyer tous ces animaux-là vers le marché qu'on appelle les quais d'embarquement ou les parcs à bétail pour qu'ils puissent être ensuite acheminés vers les bouchers et tout ça. Et le projet, dans sa première phase, on va faire d'abord les diagnostics, la formation des acteurs clés qui sont d'abord les membres de la société civile, les organisations de la société civile et les collectivités locales. Les acteurs de l'agro-pastoral placent beaucoup d'espoir en ce projet exécuté dans les régions du Kabadougou et du Folon par l'Association des jeunes éleveurs agriculteurs modernes d'Odiné, Agélamo. Le PAMOBARMA est financé par l'Union européenne, l'Agence française de développement et d'autres partenaires pour une durée de 50 mois. Voilà la transhumance du bétail, comment juguler les difficultés, un sujet réalisé par Ouattara Amadou Walter.
Nous prenons à présent la direction de la commune du Plateau pour nous imprégner de cette rencontre entre le ministre Touré Mamadou et le ministre de l'Artisanat ainsi que le secrétaire d'État chargé des PME. Au cœur des échanges, la question de l'emploi des jeunes. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministre Mamadou Touré a présenté un tableau d'objectifs de 500 000 jeunes à insérer dans le tissu socio-économique sous la période 2019-2020. On retrouve notre reporter Ouattara Amadou Walter. Comment réussir à trouver un emploi décent à 500 000 jeunes? C'est l'équation que le ministre Mamadou Touré veut résoudre avec succès. Pour y parvenir, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes sollicite ici l'appui du ministre de l'Artisanat et du secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises, PME. Dans les différentes composantes du PSGO, dans son volet insertion des jeunes, nous travaillons sur des sujets, les jeunes qui veulent s'installer par exemple pour la coiffure, qui veulent s'installer dans la mécanique et voir comment notre dispositif peut les accompagner dans leurs projets. Un pan du programme social du gouvernement relatif à l'autonomisation des jeunes à travers 4 programmes d'insertion présentés, à savoir le développement de compétences, la mise en stage, l'entrepreneuriat et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Dans l'atteinte de l'objectif fixé, le ministre Sidiki Konaté et le secrétaire d'État Félix Miezan-Anoblé promettent apporter le soutien des départements sous leur responsabilité. Notre mission sera d'accompagner la formation de ces jeunes à travers Côte d'Ivoire PME, faire en sorte que ces entreprises qui vont naître ne soient pas des entreprises mort-nées, mais qui puissent donc bénéficier d'une assistance. Ces jeunes-là doivent avoir donc de l'espoir. Vous avez désormais des possibilités d'avoir des moyens financiers de vous installer, surtout en insistant sur le passage de l'informel au statut de PME. C'est ça qui est important. Un comité est mis en place. Il regroupe des membres des différents départements rattachés au secrétariat d'État en charge des PME, au ministère de l'Artisanat et au ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ce comité a pour mission de tenir en éveil la dynamique de la synergie d'action pour un meilleur résultat en ce qui concerne l'emploi des jeunes. D'ici quelques mois, le visage de la ville d'Abidjan devrait changer. Les travaux d'embellissement de la perle des lagunes sont en cours. Le ministre Amédée Kouakou Kofi a rencontré les opérateurs chargés des différents ouvrages. Il s'agit notamment des projets d'aménagement paysager, du front de mer à Port-Boué, du boulevard de France redressé ou encore du parc Dominique Ouattara à la Riviera dans la commune de Cocody. Jean-Luc Bambo. C'est l'un des chantiers phares du gouvernement ivoirien en matière de tourisme à Abidjan. La promenade du front de mer en cours de réalisation à Port-Boué sera à l'image de la célèbre promenade des Anglais à Nice en France. Un projet dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est félicité de l'état d'avancement qui se situe actuellement autour de 70%. Nous constatons que les travaux avancent très bien. Nous avons demandé à l'entreprise de tout faire pour que ce soit livré dans les meilleurs délais, parce que ce projet quand même participe donc de la beauté de la ville d'Abidjan. Aménagement pour balades pédestres, pistes cyclables, boutiques, souvenirs, espaces de restauration, de loisirs et de sport, plein air de détente, poste de police, le tout sur un parcours de 8 km. Coût de réalisation de cet ouvrage, 6,7 milliards de francs CFA. Pendant près d'une heure, le ministre a échangé avec les responsables du chantier, donnant des avis techniques, faisant des suggestions avant de mettre le cap sur les autres chantiers d'embellissement de la ville d'Abidjan. Le ministère de l'Équipement a été donc instruit de sorte non seulement à réhabiliter les voies d'Abidjan, mais aussi de procéder à l'embellissement. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez vu la place de la République, vous avez vu tout le boulevard lagunaire. Aujourd'hui, nous sommes sur le boulevard Latry, donc vous voyez tout ce qui est en train d'être fait. Et ensuite, après le boulevard de France redressé. Je pense que tout ça, le chef de l'État l'a souhaité pour que la Côte d'Ivoire ressemble à un pays comme le Rwanda. Quand vous arrivez au Rwanda, tout est vert. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est à la Riviera où est en construction le parc Dominique Ouattara que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a achevé sa visite. Autant de travaux et d'actions d'envergure pour transformer de façon significative la physionomie de la ville d'Abidjan.
On embellit sans oublier l'assainissement. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était aujourd'hui dans la commune de Koumassi. Bruno Kone-Nabanye y était pour échanger avec le maire et ses collègues sur les questions relatives notamment à l'assainissement. Ils ont décidé de travailler en synergie pour assainir Koumassi et permettre ainsi aux populations de vivre dans de meilleures conditions. Francis Boifo. La commune de Koumassi en chantier et tout visiteur peut s'en apercevoir. Le conseil municipal, conduit par Ibrahim Sissé Bakongo, veut parer au plus pressé. La toute première préoccupation de Koumassi, c'est la construction anarchique qui crée en saison pluvieuse les inondations. L'urbanisation sauvage à laquelle nous assistons à Koumassi, ces préoccupations pour les corriger, nous sommes à la tâche. Ensuite, l'insécurité ou la sécurité foncière. Toutes ces préoccupations ont fait l'objet d'une visite de terrain et d'une séance de travail entre le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le maire et ses plus proches collaborateurs. Le ministre Bruno Nabanye-Kone est revenu sur les efforts faits par le gouvernement pour résoudre les problèmes urgents de Koumassi. L'État a travaillé à dégager l'exutoire d'Anoumambo, donc qui permet aujourd'hui à tout l'assainissement de Koumassi de repartir dans la mer sans être, comme par le passé, bloqué. L'État, à travers la mairie ici, a travaillé à dégager les ouvrages d'assainissement. Donc aujourd'hui, les voies sont dégagées. Mais après, il reste aux populations à faire preuve de civisme, à éviter de revenir sur les emprises qui ont été dégagées, à ne pas s'installer sur les ouvrages d'assainissement, c'est extrêmement important, à ne pas construire sans permis de construire, à ne pas jeter les ordures partout. Autre question abordée, celle relative aux quartiers précaires. 132 au total dans le district d'Abidjan. Le choix a été fait de partir sur la restructuration de 5 quartiers précaires, 1 à Yopougon, 1 à Bobo et 3 à Koumassi. Il s'agira premièrement de faire en sorte que ces quartiers soient rendus accessibles par des voies de circulation. Deuxièmement, apporter l'électricité, apporter l'eau potable. Et puis, dans un troisième temps, apporter des équipements publics. Là où cela sera possible, nous allons essayer de le faire. L'objectif étant qu'à terme, nous supprimions de l'espace d'Abidjan pratiquement tous les quartiers précaires. Objectif, offrir un meilleur cadre de vie aux populations et éviter les risques liés aux constructions précaires. La commune de Yopougon fait aussi sa mue pour présenter un visage rayonnant. Le ministre Gilbert Kafana Kone, maire de Yopougon, a visité les différents chantiers en cours, entre autres le marché du camp militaire, les travaux de reprofilage et la construction de la médiathèque. Il est allé s'assurer de l'avancement des travaux, comme nous le rapporte Issa Chonayeo. Construction du nouveau marché de Yopougon camp militaire, travaux de pavage, des accotements, des rues de la commune à la Selmer, construction de la médiathèque ou maison des jeunes à Niangon Sud, travaux de reprofilage à Yopougon Académie de la mer, des chantiers passés au peigne fin par le ministre Gilbert Kafana Kone, maire de la commune de Yopougon, au cours d'une visite. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. Nous allons avoir tout autour du marché des boutiques. Et ici, là, comme vous le voyez, c'est le hangar sur lequel nous sommes. Ces travaux, selon le premier magistrat de la commune, visent à offrir un cadre décent aux populations. Nous allons faire au niveau des quartiers ce que nous pouvons faire pour les espaces qui existent et qui sont prévus pour faire des marchés. Nous allons faire des petits marchés modernes. Nous allons mettre de l'ordre autour des artères de la commune. Il est important que nous ayons à exercer du commerce, mais il est aussi important que nous ayons un cadre de vie sain. Les riverains saluent l'exécution des travaux. On vient faire 30 minutes ici pour aller au Califre Academy, les voitures ne rentrent pas ici. Ça nous coûte trop cher. Lorsqu'on voudra aller, par exemple, au centre-ville, on n'aura plus besoin de parcourir de longues distances. Ces travaux sont exécutés dans le cadre d'un programme triennal de développement 2019-2021 de la commune. Un programme qui verra l'investissement de 6 milliards de francs CFA.
L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire travaille aussi à l'embellissement, au développement des villes ivoiriennes. La RDCI affine ses actions du côté des grands bassins. Elle veut définir une politique globale de développement pour accompagner la politique sociale du gouvernement. Explication détaillée avec Mamadou Kwasi. Le 13 octobre dernier, 12 des 31 régions se voyaient élire de nouveaux présidents. Pendant ce temps, les autres conseils régionaux sont vus réaménager. Aujourd'hui, il s'agit d'insuffler un nouveau dynamisme à ces structures pour le développement de nos régions. Pour le faire, la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, fêtière de cette structure, lance à Grand Bassam son séminaire inaugural de la nouvelle mandature. Afin de répondre efficacement aux attentes des populations d'ici à 2020, les collectivités territoriales sont amenées à jouer un rôle majeur relativement à leur mission de développement de proximité, afin de favoriser la réduction de la pauvreté, l'inclusion économique et financière, la cohésion sociale, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables et celles vivant dans les zones rurales. Pour y arriver, les conseils régionaux et districts de Côte d'Ivoire bénéficient du soutien technique et financier de plusieurs partenaires, dont le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA et l'Agence française de développement, AFD. Cette année va démarrer sur le terrain le projet de développement économique et écologique des territoires ruraux, connu sous le nom d'Écoterre, dans 8 régions de la Côte d'Ivoire: Cavally, Guémont, Tonkpi, Bafing, Ouorodougou, Béré dans l'ouest, ou encore Bunkani et Gontungo dans l'est. D'un budget total de 23 milliards de francs CFA, financé sur fonds C2D, elle va soutenir le développement agricole, la gestion durable des ressources naturelles et la gouvernance foncière dans chacune de ces régions. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le chef de l'État, invite les présidents des régions et gouverneurs de districts à s'investir davantage pour la mise en œuvre pratique de la politique sociale du gouvernement. Je voudrais donc vous inviter, dans l'élaboration de vos programmes triennaux, de faire en sorte que vous ayez un programme social régional pour vous permettre de suivre les questions d'emploi des jeunes, les questions de besoins sociaux de base de nos populations dans vos différentes régions. Ce sera ça notre meilleur plaidoyer pour nous faire prendre en compte de façon significative dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement. La politique de décentralisation financière occupe également une place de choix dans cette mise à niveau de 2 jours. C'est reparti pour la Foire internationale d'Abidjan. Cette 5e édition met un point d'honneur sur la nécessité de repenser les villes ivoiriennes, des villes confrontées à toutes sortes de problématiques liées notamment à l'engorgement du trafic, aux heures de pointe, au désordre dans la construction des édifices. L'objectif est de promouvoir des villes nouvelles, c'est-à-dire des villes mieux planifiées, moins polluées. Lansini Bakayoko. Des cités étalées sur des lotissements sans ouverture de voies traitées, sans aminaux d'eau potable ni d'électricité, encore moins de circuits de drainage ou d'évacuation d'eau usée. Aujourd'hui, dans la plupart des villes ivoiriennes, les aménagements urbains sont essentiellement basés sur la création de zones d'habitation par succession d'opérations immobilières généralement sous-équipées. Un vrai problème. Les pratiques de planification et d'aménagement des villes de Côte d'Ivoire actuelles doivent faire place à la promotion des aménagements de qualité pour bâtir des villes nouvelles qui tendent vers des villes durables. Ces villes nouvelles qui tendent vers des villes durables, ce sont des espaces fleuris, des parcs aménagés avec un système d'adressage plus abouti, bien loin des bidonvilles et autres quartiers précaires qui réduisent la mobilité et le confort de vie. Cela nous conduit donc à revisiter notre façon de fabriquer nos villes, à nous adapter aux exigences des nouvelles. Que vaillent ces choses si nous n'adoptions pas de nouveaux comportements? Des questions pertinentes qui en appellent à l'avènement de citoyens nouveaux, des citoyens à la conscience renouvelée et soucieux du bien commun.
Des citoyens qui sont appelés à s'investir dans l'opération de recensement général de la population et de l'habitat 2019 qui a été lancée. La ministre Nialé Kaba a entrepris une série de rencontres, d'échanges avec toutes les couches sociales. Elle a rencontré, vous allez le voir, les religieux et les a encouragés à participer et à adhérer au recensement. Frédéric Olaï, Franco-Adio. Démarrée en juin 2018, la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitat va durer 36 mois. Pour la réussite de cette opération, le gouvernement ivoirien multiplie les échanges avec toutes les couches de la société. La ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba rencontre alors les confessions religieuses. Objectif, informer et sensibiliser les responsables des communautés religieuses sur la nécessité de leur participation et leur adhésion effective à cette 5e édition du RGPH. On a réussi à avoir la compréhension de l'organisation qui est la fêtière, qui regroupe les différentes associations et surtout les différentes communautés. Nous avons voulu échanger avec eux, avoir leurs conseils, avoir leurs orientations, comment réussir l'opération ensemble et surtout avoir leur adhésion pour qu'on conduise cette opération de la meilleure des manières. Les responsables de confessions religieuses rassurent, ils sont déterminés à s'impliquer pour la réussite de ce projet. En Côte d'Ivoire, au moins 2 personnes sur 3 fréquentent une communauté soit chrétienne, soit musulmane. Même dans la Bible, on parle aussi de recensement. Donc nous sommes prêts à appuyer à la prêche, à la sensibilisation de nos collègues pasteurs, prêtres et imams sur toute l'étendue du territoire. Nous avons compris également que nous avons un rôle important à jouer dans la sensibilisation, la conscientisation, la mobilisation des fidèles autour de ce projet. Et nous allons faire de notre mieux. Et surtout que nous disposons des médias qui sont très suivis, très écoutés. 40 000 agents seront commis à la phase de dénombrement de l'opération de recensement de la population sur tout le territoire national. Elle se tiendra de novembre à décembre 2019. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, également actif, vient d'équiper la Sodexam, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique en matériel informatique et climatique. L'objectif est de lutter efficacement contre le changement climatique. Christelle Bédéja, Issa Tchonoyeo. 6 stations agroclimatiques automatiques, un serveur informatique, 7 ordinateurs et un réseau GPRS de télétransmission des données. Ce sont les équipements que reçoit la société d'exploitation et de développement aéroportuaire et météorologique, Sodexam, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Objectif, réduire la vulnérabilité des populations locales face aux catastrophes naturelles. Ces matériels vont ainsi contribuer positivement à produire des outils et services climatiques de plus en plus adaptés à temps, aux différents niveaux, aux différents usagers et améliorer l'impact de l'action de la Sodexam sur les questions climatiques. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la résilience des populations par un meilleur accès à l'information climatique. Un projet en collaboration avec le ministère des Transports. Recueillir et exploiter des données d'ordre climatique en temps réel exige des stations météorologiques modernes, un réseau dense et bien réparti et un système d'information automatique. Moment solennel, le ministre de l'Environnement remet l'équipement au ministre Jean-Claude Kouassi, représentant le ministre des Transports, Amadou Koné, qui en retour le transmet à Jean-Louis Moulot, directeur de la Sodexam. Le maire des Grands Bassam promet en faire un bon usage afin de fournir de meilleurs services dans la lutte contre le changement climatique. D'un montant de 100 millions de francs CFA, les équipements ont bénéficié de l'appui financier de la Banque africaine de développement.
Le forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire était en conclave à Grand-Bassam. Le forum invite les journalistes à tremper leurs plumes dans l'encre de la paix, à écrire juste, à rester professionnels afin de préserver la paix et la quiétude dans notre pays. Les débats ont porté sur les directeurs de publication face au défi de l'information apaisée. Les explications de Issa Tchonayo. Œuvrer pour des écrits apaisés dans les différents organes de presse en Côte d'Ivoire. Tel est le pari du Forum des directeurs de publication du Côte d'Ivoire, fort des PCI. Réunis à Grand-Bassam, les garants des lignes éditoriales dans les organes de presse invitent les journalistes à travailler selon l'éthique et la déontologie du métier. Dans une rédaction, le directeur de publication, c'est lui qui organise tout. Et quand il est bien formé, alors il est bon pour la rédaction et pour ce pays. Et donc nous voulons donc faire en sorte que nous soyons dans le processus de paix, mais évidemment en écrivant. On peut tout écrire, mais sans mettre forcément de l'huile sur le feu. Intervenant sur le thème des directeurs de publication face au défi de l'information, le conférencier Raphaël Lacoué, par ailleurs président de l'autorité de régulation de la presse, exhorte les journalistes à la responsabilité. Si une rédaction publie une information erronée, c'est de la responsabilité du directeur de publication. Donc c'est à lui qu'il appartient de faire le gendarme à ce niveau-là, de faire les tris, de faire de telle sorte que sa rédaction traite l'information et la mette à la disposition du grand public. Donc c'est lui le garant, c'est lui qui est responsable devant le procureur de la République ou devant l'autorité de régulation. Le parrain de la cérémonie, Sangaré Sidiki Boubacar, représentant résident du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, indique que les directeurs de publication ont un grand rôle à jouer dans la consolidation de la paix. Nous avons lancé un prix, le prix directeur de publication pour la recherche de la paix et le développement durable. Et tout ça, c'est une manière pour le CEDEAO d'encourager les directeurs de publication de parler de paix, sensibiliser la population en prévision des élections à venir. Le Fort des PCI entend poursuivre ces séances de formation afin d'amener les directeurs de publication à être des faiseurs de paix à travers leurs organes de presse. À l'étranger, le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a démissionné. Il a présenté ce vendredi sa démission et celle de son gouvernement 3 jours après la prestation de serment du président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais, qui a salué le travail accompli par le désormais ex-Premier ministre, a annoncé qu'il fera des consultations d'ici demain samedi pour la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, accueille en ce moment la crème de l'élite africaine et européenne. La cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition de Ibrahim Governance Weekend vient de se tenir en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de l'entrepreneur anglo-soudanais Mohamed Ibrahim, dit Mo Ibrahim, et de plusieurs personnalités. Ce vendredi, un hommage a été rendu à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Sa vie, son œuvre, son héritage ont été célébrés. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Et c'était l'unique édition de la soirée. Il n'y aura donc pas de dernier journal à 23h. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.